Jacques Chevalier se tenait sous une pluie fine, contemplant la pierre tombale en granit poli portant le nom de sa défunte épouse, Élisabeth Chevalier. Homme de richesse et d'influence, Jacques avait toujours cru qu'il n'y avait plus de surprise pour lui dans ce monde. Mais à quelques mètres de là se tenait un garçon au visage solennel, déposant une seule rose blanche sur la tombe d'Élisabeth. Les yeux de l'enfant étaient un reflet saisissant de ceux de Jacques. En cet instant électrique, le poids d'une vérité qui allait changer sa vie s'abattit sur lui. Il était venu pleurer sa femme, mais il était sur le point de découvrir l'impossible. Il avait un fils dont il n'avait jamais connu l'existence. Jacques Chevalier n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il venait d'une famille ouvrière d'un quartier populaire de Paris, vivant dans un appartement exigu au-dessus de la modeste épicerie de son père. Dès son plus jeune âge, l'odeur de la sueur et des produits frais lui a appris la valeur du travail. Chaque jour après l'école, Jacques empilait des étagères, passait la serpillière et souriait poliment aux clients qui le taquinaient sur ses grands rêves. Adolescent, il savait deux choses avec une clarté absolue. Il aspirait à transcender ses humbles origines et il possédait la ténacité pour y parvenir. Des bourses d'études ont ouvert la voie à l'admission de Jacques à HEC Paris, où il a étudié l'économie. Il a excellé non seulement en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que force de détermination. Il travaillait sans relâche, saisissant chaque opportunité qui lui ouvrirait des portes. À la fin de ses études, Jacques avait noué des contacts avec des personnalités du monde des affaires, dont certaines sont devenues plus tard des investisseurs dans sa première grande entreprise, une société de capital investissement spécialisée dans l'immobilier en difficulté. Durant ces premières années, Jacques a consacré chaque once de son énergie à la construction de sa société, Chevalier Holdings. Il a voyagé à travers le pays, participant à d'interminables négociations de conseils d'administration, bravant les récessions et capitalisant sur les booms. Lentement, il a amassé une fortune qui éclipsait tout ce qu'il avait jamais imaginé dans son enfance. Les articles de la presse locale le surnommèrent l'étoile montante de Paris. Il a fait la une du magazine Capital, qui a dressé son profil aux côtés de magnats des affaires comme Bernard Arnault. Malgré son pouvoir et son prestige croissant, Jacques n'a jamais oublié ses racines. Il faisait fréquemment des dons à des œuvres de charité locales, y compris la maison Ronald McDonald près de l'université. Il a financé des bourses d'études pour des jeunes défavorisés aspirant à étudier le commerce. Ce penchant philanthropique, une leçon qu'il avait apprise de ses parents travailleurs, est devenu le côté plus doux et plus humain de l'homme d'affaires par ailleurs impitoyable, qui concluait des accords de plusieurs millions d'euros par une simple poignée de main. C'est lors d'un gala de charité pour la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France que Jacques a rencontré Élisabeth Caldwell. Elle était consultante pour des organisations à but non lucratif, connue pour sa capacité à mettre en relation des donateurs philanthropes avec des causes significatives. Sa présence illuminait la pièce, et Jacques se sentit attiré par sa chaleur et sa sincérité. Lors de ce gala, ils ont échangé des conversations polies autour de flûtes de champagne, se liant d'amitié sur leur désir mutuel d'améliorer les communautés. Un engagement commun en faveur de la philanthropie est devenu le fondement d'une romance improbable. En un an, Jacques l'avait demandé en mariage, offrant à Élisabeth une élégante bague dans diamantaille émeraude lors d'un dîner privé au Jules Verne, le restaurant emblématique de la Tour Eiffel. Leur mariage fut une affaire intime en présence de la famille proche, de quelques partenaires commerciaux de renom et de la meilleure amie d'Élisabeth, Évelyne Perrin. Cela semblait être un début parfait. Deux individus motivés unissant non seulement leur vie, mais aussi leur vision philanthropique. Jacques ne se doutait pas qu'à l'avenir, des secrets se dévoileraient, ébranlant le cœur même de cette union idyllique. Le couple s'était installé dans un somptueux appartement-terrasse dans le prestigieux 16e arrondissement de Paris. L'espace offrait des baies vitrées avec une vue imprenable sur la Seine et la ville lumière, un panorama sans obstruction qui leur rappelait chaque jour les possibilités que la vie offrait. Pendant que Jacques s'occupait des affaires de Chevalier Holdings, Élisabeth était le cœur et l'âme de leurs entreprises philanthropiques communes. Elle a créé une fondation sous leur nom, la Fondation Chevalier Caldwell, axée sur le développement communautaire, l'éducation et la santé. Leur journée était frénétique mais pleine de joie. Il y avait des réunions d'affaires le matin, des déjeuners de charité à midi, des sessions de stratégie l'après-midi et des galas de la haute société le soir. Élisabeth, avec son aplomb naturel, est devenue le point d'ancrage de Jacques dans un monde qui ressemblait parfois à une partie d'échecs aux enjeux élevés. Il parlait d'avoir des enfants. Jacques imaginait un foyer animé, les rires des enfants résonnant sur les sols en marbre de leurs pentouzes et le sourire radieux d'Élisabeth les guidant tous. Pourtant, la vie, avec ses rebondissements capricieux, avait un plan différent. Seulement quelques années après leur mariage, Élisabeth a commencé à se plaindre de fatigue et de maux de tête persistants. Au début, ils ont mis cela sur le compte du stress. Elle se surmenait, jonglant avec les responsabilités de la fondation et les exigences constantes de la haute société. Mais lorsque les maux de tête se sont aggravés,
Elle a passé une série de tests à l'hôpital américain de Paris. Les résultats furent dévastateurs. Elisabeth souffrait d'une maladie neurologique rare. Les médecins ont expliqué les complexités avec des mots comme imprévisible et dégénérative, brossant un tableau sombre de l'avenir. Jacques a mobilisé toutes les ressources disponibles pour ses soins. Les meilleurs spécialistes du pays ont été consultés, y compris le docteur Hélène Langlois, une neurologue renommée de Genève. Il n'a reculé devant aucune dépense. Recherche de pointe, thérapie alternative, médicaments spécialisés. Malgré tous les efforts, l'état d'Elisabeth s'est détérioré. L'éclat de ses yeux s'est estompé, et les événements philanthropiques auxquels elle assistait autrefois avec tant d'enthousiasme ont été éclipsés par les traitements, les séjours à l'hôpital et les régimes médicaux. Pourtant, Elisabeth est restée ferme dans sa détermination à poursuivre le travail de sa fondation. Même depuis son lit d'hôpital, elle dictait des courriels, tenait des conférences téléphoniques et insistait pour assister aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence. Jacques la regardait avec admiration, le cœur lourd d'impuissance. Il se souvenait des nuits où elle s'endormait en pleine phrase lors d'un appel conférence, pour se réveiller le lendemain matin en s'excusant d'avoir manqué un point crucial de l'ordre du jour. Le temps leur filait entre les doigts comme du sable. Les médecins ont apporté d'autres nouvelles déchirantes. La maladie d'Elisabeth était irréversible. Il ne lui restait peut-être que quelques mois à vivre. Par une froide soirée d'hiver, alors que la neige tombait doucement devant les fenêtres de leur pentouse, Elisabeth Caldwell-Chevalier s'est éteinte dans les bras de Jacques. Elle a laissé derrière elle un héritage de compassion et un vide dans la vie de Jacques qui semblait impossible à combler. Après son décès, Jacques s'est retiré du monde, brisé par le poids du chagrin. Pendant des mois, il n'a pas eu le courage de se rendre sur sa tombe, craignant que la finalité de la chose ne soit plus qu'il ne pouvait en supporter. Il avait perdu non seulement une épouse, mais la femme qui lui avait donné un sentiment de foyer dans un monde qu'il avait gravi jusqu'au sommet, si seulement il avait su combien d'autres déchirements et révélations l'attendaient. Le temps a le don d'atténuer la douleur, mais jamais de la guérir vraiment. Près d'un an après la mort d'Elisabeth, Jacques a rassemblé le courage de visiter sa dernière demeure au cimetière du Père-Lachaise, un cimetière ancien et historique de Paris. Le ciel était bas et d'un gris solennel, une toile appropriée pour le chagrin qu'il ressentait. En descendant le sentier sinueux, bordé de pierres tombales centenaires, il serrait un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Elisabeth. Arrivé à sa tombe, il est resté en silence, essayant de calmer sa respiration. La pierre tombale en granit poli portait son nom, sa date de naissance et sa date de décès. Peu importe combien de fois il lisait ces chiffres ciselés, ils n'avaient aucun sens pour lui. Elisabeth était partie. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose qui a fait sursauter son cœur. Un petit bouquet de fleurs sauvages reposait à la base de la pierre, encore humide de la pluie du matin. Il a regardé autour de lui, s'attendant peut-être à voir un ami ou un membre de la famille lui rendre hommage. Au lieu de cela, il a vu un jeune garçon debout quelques rangées plus loin, près d'une autre tombe. Le garçon tenait une seule rose blanche, les pétales tremblant légèrement dans la brise fraîche. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans le visage de l'enfant. Jacques ne pouvait pas le cerner au début. Était-ce sa posture ou la forme de ses yeux? Ce n'est que lorsque le garçon s'est tourné complètement vers lui que Jacques a senti le monde basculer sous ses pieds. Les yeux du garçon étaient de la même nuance de noisette que les siens. Un tourbillon de questions a éclaté dans l'esprit de Jacques, mais il s'est efforcé de garder son calme. Il a regardé l'enfant s'approcher de la tombe d'Elisabeth, se pencher et placer délicatement la rose à côté des lys de Jacques. « Qui es-tu » a demandé Jacques, sa voix tremblant d'un mélange indéfinissable de curiosité et d'effroi. Le garçon a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant comme s'il sentait lui aussi une connexion profonde. Il a hésité, se mordillant la lèvre inférieure. Avant qu'il ne puisse parler, une main douce s'est posée sur son épaule. Une femme, peut-être au début de la quarantaine, s'est avancée. Son visage était empreint d'inquiétude. Et Jacques a remarqué que ses yeux larmoyants se sont tournés vers la pierre tombale avant de se tourner vers lui. « Voici Antoine », dit-elle doucement. « Nous venons souvent ici pour rendre hommage à Elisabeth. » Le cœur de Jacques battait la chamade. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il, luttant pour garder son sang-froid. Elle se présenta comme étant Miranda Dubois, un nom que Jacques n'avait jamais entendu auparavant. Miranda hésita, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Jacques, il y a tant de choses que vous ne savez pas. Antoine, c'est le fils d'Elisabeth. » Jacques sentit les mots comme un coup de poing dans l'estomac. Le fils d'Elisabeth. C'était impossible, n'est-ce pas? Il aurait su si sa propre femme avait porté un enfant, n'est-ce pas? Pourtant, la ressemblance dans les yeux du garçon racontait une autre histoire. En regardant Antoine, Jacques ressentit un mélange écrasant de choc, de chagrin et une lueur d'espoir.
Cet enfant, ce garçon solennel près de la tombe d'Élisabeth, était-il vraiment son fils? Le cimetière semblait tourbillonner autour de Jacques dans un brouillard. Il pouvait entendre le bourdonnement lointain de la circulation au-delà des grilles en fer, le croassement des corbeaux au-dessus de sa tête, mais tout cela lui semblait être un bruit blanc. Toute son attention était portée sur le garçon, Antoine, et la femme qui se faisait appeler Miranda Dubois. Le souffle de Jacques était court et saccadé alors qu'il se tournait vers Miranda. « S'il vous plaît, expliquez-moi » réussit-il à dire, la voix brisée. « Élisabeth ne m'a jamais dit qu'elle avait un enfant. Êtes-vous en train de dire que je suis son père ?» Miranda regarda Antoine, puis de nouveau Jacques. « Je ne suis pas ici pour vous tromper ou vous causer de la peine, » commença-t-elle, sa voix teintée de tristesse. « Élisabeth s'est confiée à moi il y a des années, avant même de devenir votre femme. Elle a découvert qu'elle était enceinte après une période particulièrement stressante. Mais son état de santé, cela a tout compliqué. » Les yeux de Jacques se remplirent d'angoisse. Comment Élisabeth avait-elle pu lui cacher quelque chose d'aussi monumental? Miranda continua, sentant le tumulte qui se déroulait en lui. Élisabeth craignait que le stress de l'expansion de votre entreprise et sa propre santé ne s'aggravent si elle révélait sa grossesse à ce moment-là. Elle faisait des allers-retours dans les cliniques. Puis elle a appris que la grossesse elle-même pourrait exacerber sa maladie neurologique. Elle a choisi de garder le secret, du moins jusqu'à ce qu'elle puisse être sûre qu'elle et le bébé étaient en sécurité. Il se souvint comment Élisabeth partait parfois en déplacement pour des voyages liés à la fondation, mais ne semblait jamais rapporter les histoires habituelles de réunions de conseils d'administration ou de nouveaux projets caritatifs. Parfois, elle revenait l'air pâle, mais elle attribuait toujours cela à l'épuisement. « C'est à ce moment-là qu'elle portait Antoine ?» demanda Jacques, luttant pour comprendre la chronologie. Miranda hocha la tête. Finalement, elle a atteint un point de non-retour. Ses médecins l'ont averti que poursuivre la grossesse était extrêmement risqué pour sa vie. Elle a décidé qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour mettre Antoine au monde, même si cela signifiait ne pas vous le dire. Elle craignait que vous n'essayiez de l'en dissuader, ou que cela vous briserait de savoir que vous deviez choisir entre sa santé et l'avenir de l'enfant. Jacques tomba à genoux près de la tombe d'Élisabeth, les larmes aux yeux. Dans son esprit, 1000 scénarios se déroulaient. Et s'il avait su, aurait-il fait les choses différemment? Aurait-il pu la sauver? Miranda posa doucement une main sur l'épaule de Jacques. « Élisabeth m'a fait promettre de prendre soin d'Antoine s'il lui arrivait quelque chose. Elle pensait qu'elle pouvait attendre, aller mieux, puis partager son secret quand le moment serait venu. Mais son état s'est détérioré plus vite que prévu. Elle a eu Antoine prématurément dans une clinique spécialisée en Suisse. Elle a fait en sorte que les papiers d'adoption me désignent comme sa tutrice au cas où elle ne pourrait plus s'occuper de lui. » Jacques leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit, même après la naissance d'Antoine? Les yeux de Miranda brillèrent. Elle avait peur, Jacques. Peur d'avoir épuisé tout son temps, et que vous le dire pourrait vous accabler d'un chagrin plus grand que vous ne pourriez en supporter si elle ne survivait pas. Elle a écrit des lettres, des journaux intimes, tout ce que vous devez savoir. Elle avait l'intention que vous le découvriez, mais pas comme ça. En plongeant son regard dans les yeux d'Antoine, si semblable aux siens, Jacques réalisa que sa vie avait changé de manière irréversible. Élisabeth était partie, et pourtant elle avait laissé derrière elle une partie vivante d'elle-même, un enfant secret, qui selon toute apparence était le fils de Jacques. Un tourbillon d'émotions a suivi Jacques du cimetière à son Pentouze. Il a invité Miranda et Antoine à se joindre à lui pour le dîner, en partie pour s'assurer que le garçon se sente en sécurité, en partie parce qu'il avait besoin de réponses. Le trajet en ascenseur élégant jusqu'au dernier étage semblait interminable. Chaque seconde s'étirait en une éternité de pensées anxieuses. À l'intérieur du Pentouze, la grandeur contrastait vivement avec la tension qui flottait dans l'air. Miranda, qui n'avait jamais vu que des photographies de la luxueuse maison de Jacques, regardait les sols en marbre et les œuvres d'art moderne de bon goût avec une admiration silencieuse. Antoine s'accrochait à elle, l'air à la fois intimidé et curieux. Jacques prit un moment pour se ressaisir. « Veuillez vous asseoir » dit-il en les dirigeant vers le canapé moelleux. Les mains tremblantes, il versa de l'eau dans des verres depuis une carafe en cristal. « Je proposerai quelque chose de plus fort, mais je pense que nous avons tous besoin d'avoir les idées claires ce soir. » Ils s'installèrent dans un silence mal à l'aise avant que Jacques ne demande « Avez-vous des preuves de cela? Du lien d'Antoine avec moi ?» Miranda fouilla dans son sac à main et en sortit une pile de documents. « Élisabeth me les a donnés. Il y a des dossiers médicaux, des lettres, même des photos. Elle les a tous gardés, avec l'intention de vous les donner une fois qu'elle serait rétablie. » Mais sa voix s'éteignit, peinée par le souvenir des dernières semaines d'Élisabeth. Jacques parcourut les papiers.
Les dossiers médicaux d'une clinique en Suisse mentionnaient Elisabeth Caldwell comme patiente, faisant référence à une naissance prématurée. Le nom du père était indiqué comme inconnu, mais une note de la propre main d'Elisabeth décrivait son intention de lui révéler personnellement l'identité du père. En feuilletant les photos, Jacques reconnut une Elisabeth enceinte portant une blouse d'hôpital, visiblement épuisée, mais souriant doucement, sa main berçant un minuscule nourrisson enveloppé dans une couverture bleue. Il fixa la photographie, les larmes brouillant sa vision. Il n'avait jamais vu Elisabeth aussi vulnérable. Comment avait-elle pu endurer tout cela seule? Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle m'ait fait ça, dit Jacques, la voix tremblante de douleur. Nous partagions tout, nos rêves, nos peurs. Du moins, c'est ce que je pensais. Antoine bougea sur le canapé, visiblement affecté par l'état émotionnel de Jacques. Le garçon se pencha en avant, sa petite main se tendant. « Tu es mon papa ?» demanda-t-il, la voix tremblante comme s'il osait à peine espérer un oui. Jacques sentit son cœur se briser. Il hocha lentement la tête, bien que la question résonnât encore d'incertitude. « C'est ce que suggèrent ces papiers, Antoine. Mais j'aimerais faire un test de paternité. Non pas parce que je doute de toi, mais j'ai besoin d'une confirmation pour ma propre santé mentale. » Miranda passa un bras protecteur autour d'Antoine. « C'est juste, Jacques. Tout ce qui peut vous aider à accepter cela. » Dans le silence qui suivit, Jacques réalisa à quel point il était déchiré. Les documents racontaient une histoire, mais son cœur en racontait une autre. Il y avait un enfant ici, son enfant, qui avait besoin de lui. Pourtant, il se sentait aussi trahi et confus. La femme qu'il aimait lui avait caché une vérité monumentale, et bien qu'elle soit partie, son souvenir jetait une ombre longue et compliquée sur ce qui aurait dû être une simple réponse à la question déchirante d'Antoine. « Tu es mon papa ?» Au cours des jours suivants, Jacques a agi rapidement pour confirmer la paternité d'Antoine. Il a contacté le docteur Robert Lefebvre, un vieil ami de la famille et spécialiste en génétique, qui a discrètement organisé un test ADN. Miranda et Antoine sont restés dans un hôtel voisin aux frais de Jacques, en attendant les résultats qui pourraient remodeler toute leur vie. Jacques s'est plongé dans la paperasse pendant cette période, essayant de maintenir un semblant de normalité chez Chevalier Holdings. Pourtant, la concentration lui échappait. Les réunions du conseil d'administration se fondaient dans un bruit de fond, et même son assistante de longue date, Clara, a remarqué sa distraction inhabituelle. « Vous allez bien, monsieur Chevalier ?» demanda-t-elle doucement, alors qu'il fixait d'un air absent un rapport financier. Il soupira en se frottant les tempes. « Clara, il y a eu un développement personnel. Je préférerais ne pas en discuter pour le moment, mais je pourrais avoir besoin de m'absenter du bureau bientôt. » L'inquiétude de Clara s'approfondit, mais elle hocha la tête, respectant sa vie privée. Jacques quitta le travail plus tôt ce jour-là, se dirigeant vers l'hôtel où Miranda et Antoine attendaient. Il les trouva dans le hall, Antoine penché sur un aquarium, fasciné par les guppies colorées qui s'y dardaient. Miranda se tenait là, offrant un sourire timide. « Des nouvelles ?» Jacques secoua la tête. « Pas encore. Le docteur Lefebvre a dit que cela prendrait quelques jours au moins. » Ils décidèrent de passer l'après-midi ensemble, une fragile tentative de forger un lien avant l'arrivée des résultats officiels. Étonnamment, Antoine a détendu l'atmosphère. Il avait une curiosité désarmante pour tout, l'architecture du centre de Paris, la foule animée des Champs-Élysées, même les camions de nourriture qui passaient. Jacques aperçut des éclairs d'Elisabeth dans la curiosité du garçon. Elle aussi avait un appétit insatiable pour les détails de la vie, trouvant l'émerveillement dans l'ordinaire. Alors qu'il se promenait le long des quais de la Seine, Antoine serra la main de Jacques. Le geste était si naturel qu'il a failli faire pleurer Jacques sur le champ. Miranda est restée en retrait, leur laissant de l'espace. Chaque fois que Jacques baissait les yeux sur les yeux vifs et pleins d'espoir d'Antoine, il ressentait un étrange mélange de joie et de culpabilité. Cet enfant avait vécu près d'une décennie sans connaître son père. Peu importe les excuses, peu importe les raisons d'Elisabeth, Jacques ne pouvait s'empêcher de se blâmer de n'avoir pas remarqué les signes. Au coucher du soleil, ils se sont retrouvés chez un petit glacier, les néons se reflétant sur la Seine. Le moment semblait si proche de quelque chose de normal, comme un père offrant à son fils un simple plaisir, et pourtant déchirant d'étrangeté. Antoine racontait avec enthousiasme ses cours préférés à l'école, sa fascination pour les astronautes, et comment il voulait un jour visiter la cité de l'espace. Jacques écoutait attentivement, réalisant avec un pincement au cœur qu'il avait manqué des années de ces étapes anodines. À un moment donné, Antoine a demandé, avec toute la franchise d'un enfant, « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt ?» Jacques se figea, luttant pour trouver une réponse. « Je ne savais pas que tu existais, Antoine. Si j'avais su, je te promets que j'aurais été là. » Bien que l'aveu semblât honnête, il paraissait douloureusement inadéquat.
Elle pensait que si quelque chose arrivait, vous méritiez de connaître l'histoire de sa propre voix. Ce soir-là, Jacques se retira dans son bureau. Il se versa un verre de whisky, posa le journal sur son bureau en acajou et hésita. Lire les mots d'Élisabeth, c'était comme entrer dans un territoire sacré et douloureux. Finalement, il ouvrit le journal à la première entrée. La date remontait à près de 10 ans, à l'époque où Chevalier Holdings avait conclu sa première grande fusion. Jacques n'en a aucune idée. Parfois, je pense que je devrais lui dire, mais le stress qu'il subit en ce moment est immense. Il dort à peine. Je ne suis enceinte que de quelques semaines, et j'ai terriblement peur de perdre ce bébé. Les médecins disent que mon état pourrait être exacerbé par la grossesse, mais je ne peux pas imaginer ne pas donner à cet enfant une chance de vivre. En poursuivant sa lecture, Jacques sentit les larmes monter. Les entrées d'Élisabeth décrivaient ses visites secrètes chez le médecin, ses craintes de risquer sa propre vie et son immense amour pour l'enfant à naître. Elle écrivait sur son désir de protéger Jacques de soucis supplémentaires, de ne pas vouloir compromettre ses percées dans les affaires. Je n'arrête pas de penser qu'une fois que les choses se seront calmées à l'entreprise, je le lui dirai. Mais les semaines passent et ça commence à se voir. Je sens Antoine bouger. Je l'ai nommé dans ma tête d'après mon père, Antoine Caldwell. Je suis si fatigué, mais le voir à l'échographie me donne de l'espoir. Les mains de Jacques tremblaient en tournant les pages, témoignant de la lutte d'Élisabeth qui se déroulait sous ses propres mots. Elle avait prévu de le lui faire savoir après la naissance d'Antoine, mais des complications sont survenues, et avant même qu'elle ait pu se remettre de l'accouchement, ses symptômes neurologiques se sont aggravés. Je voulais tout dire à Jacques ce soir, mais je me suis encore évanoui. Les médecins disent que j'ai besoin de soins 24 heures sur 24. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça, si fragile et dépendante. Miranda a été mon roc, m'aidant avec Antoine. Je lui ai fait promettre que si quelque chose m'arrivait, elle le protégerait jusqu'à ce que je trouve un moyen de faire entrer Jacques dans ce secret. Mon Dieu, j'espère qu'il me pardonnera. Au moment où Jacques a terminé le journal, des larmes tachaient les pages. La dernière entrée d'Élisabeth se terminait brusquement au milieu d'une phrase, comme si même ses mots avaient été interrompus. L'honnêteté brute, l'amour et la peur, tout cela était mis à nu dans son écriture. Il referma le journal, le pressant doucement contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la découverte d'Antoine, Jacques ressentit une vague d'empathie pour Élisabeth. Elle n'avait pas seulement gardé un secret. Elle avait mené une bataille solitaire, sacrifiant sa paix pour donner la vie à Antoine, épargner à Jacques l'agonie de choisir entre la vie de sa femme et l'avenir de son enfant. À travers ses larmes, il murmura dans le bureau silencieux. « Je te pardonne, Élisabeth. J'aimerais que tu sois là pour me dire tout ça toi-même. » La réalité de la paternité s'est installée rapidement. Jacques a insisté pour que Miranda et Antoine emménagent dans le Penthouse, au moins temporairement. Miranda, hésitante au début, a reconnu que cela donnerait à Antoine une chance de créer des liens avec son père retrouvé. Le garçon, quant à lui, regardait Jacques avec un mélange d'admiration et d'appréhension, excité d'avoir un père, mais méfiant envers cet étranger qui était brusquement entré dans sa vie. Chaque matin, Jacques se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il faisait des œufs brouillés et du pain grillé, attendant nerveusement de voir si Antoine aimerait sa cuisine. Au fil des jours, ils trouvèrent un rythme. Antoine bavardait sur l'école pendant que Jacques nouait sa cravate, où ils comparaient leurs super-héros Marvel préférés en préparant le déjeuner d'Antoine. Les routines ordinaires de la vie quotidienne semblaient étonnantes à Jacques, qui réalisa à quel point il en avait manqué. Mais l'acceptation n'était pas simple. Une vague de murmures a parcouru les cercles sociaux que Jacques fréquentait. Les connaissances de la haute société jacassaient. Avez-vous entendu parler de Jacques Chevalier? Il a soudainement un fils. Certains spéculaient qu'il avait une liaison secrète. D'autres le plaignaient pour les preuves cachées d'Élisabeth. Jacques a ignoré les bavardages, se concentrant sur la création d'une relation authentique avec Antoine. Au sein de sa propre entreprise, une tension différente est apparue. Plusieurs membres du conseil d'administration jetaient des regards suspicieux sur le garçon, qui pourrait potentiellement hériter de Chevalier Holdings. Charles Varenne, un associé principal qui s'était longtemps considéré comme le bras droit de Jacques, a confronté Jacques un après-midi. « J'ai entendu des rumeurs sur un enfant », a dit Charles en entrant dans le bureau d'angle de Jacques avec un air de préoccupation étudiée. « Vous devez comprendre les implications pour l'avenir de l'entreprise et la planification successorale. Avez-vous considéré comment cela change votre testament? Vos engagements philanthropiques ?» Jacques lui lança un regard froid. « Ma vie personnelle et la manière dont j'organise ma succession me concernent. Chevalier Holdings a prospéré sous ma direction, et cela n'a pas changé. » Charles insista, imperturbable. Mais les investisseurs pourraient s'inquiéter d'un héritier sans expérience avérée.
Nous avons toujours prévu la continuité, en préparant peut-être quelqu'un au sein de l'entreprise pour prendre la relève. Ça suffit, Charles, le coupa Jacques. Antoine est un enfant. Je ne vais pas le couronner PDG demain. Cette conversation est terminée. Retournez au travail. La confrontation a souligné une dure réalité. La position de Jacques en tant que millionnaire puissant s'accompagnait d'intérêts enchevêtrés qui n'accueilleraient pas favorablement un héritier soudain. À la maison, cependant, la présence d'Antoine a égayé le Pentouse silencieux. Les rires du garçon résonnaient dans les couloirs autrefois solitaires. Miranda remplissait le rôle de gardienne et de confidente, guidant doucement Jacques sur la manière de gérer les complexités de la parentalité. Les rendez-vous chez le médecin, l'inscription à l'école, même les routines du coucher. Malgré la proximité naissante, un noyau d'incertitude rongeait Jacques. Il se demandait s'il méritait la confiance d'Antoine, ou si, malgré les résultats ADN, il était plus un étranger qu'un père. Tard dans la nuit, il se tenait sur le balcon surplombant la ligne d'horizon scintillante de Paris, luttant à la fois avec la gratitude et la culpabilité. Il priait pour pouvoir être à la hauteur des espoirs qu'Élisabeth devait nourrir dans son cœur lorsqu'elle avait décidé de mettre Antoine au monde seul. Alors que Jacques commençait à peine à trouver ses marques en tant que père, une nouvelle crise se profilait. Sans crier gare, une enveloppe à l'aspect officiel est arrivée au Pentouse. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats de premier plan du centre de Paris, Moreau et Lévin. Le front de Jacques se plissa d'appréhension en déchirant la lettre. À l'intérieur se trouvait un avis formel contestant la légitimité de la revendication d'Antoine en tant que fils de Jacques, et par extension, tout héritage futur. En parcourant la lettre, le sang de Jacques ne fit qu'un tour. Elle était signée par nulle autre qu'Éveline Perrin, l'ancienne meilleure amie d'Élisabeth, la même Évelyne qui s'était tenue aux côtés d'Élisabeth le jour de leur mariage, qui avait prononcé des éloges funèbres en larmes aux funérailles. D'Élisabeth. Elle prétendait avoir des preuves qu'Antoine n'était pas l'enfant biologique de Jacques, mais plutôt un orphelin qu'Élisabeth avait pris sous son aile, en utilisant Miranda Dubois comme couverture. La lettre exigeait l'arrêt de toute procédure de succession et menaçait de poursuites judiciaires si Jacques tentait de faire passer Antoine pour son héritier. Les mains de Jacques tremblaient de colère. Quel est ce jeu malsain ? Siffla-t-il, jetant la lettre sur la table basse. Antoine leva les yeux de sa feuille de calcul, alarmé par la voix forte de son père. Miranda l'emmena immédiatement à l'écart, le faisant entrer dans une autre pièce pour lui épargner la détresse. Il ne fallut pas longtemps à Jacques pour reconstituer le puzzle. Évelyne avait toujours été proche d'Élisabeth, mais après le décès de cette dernière, elle s'était éloignée. Maintenant, il semblait qu'Éveline croyait avoir un intérêt dans la fortune des chevaliers. Elle n'avait jamais montré d'intérêt à adopter Antoine ou à s'occuper de lui. Pourquoi contester sa légitimité maintenant, si ce n'est pour de l'argent ? Jacques appela son conseiller juridique, Martin Dubois, un allié de longue date et associé d'un cabinet réputé de Paris. En moins d'une heure, Martin arriva au Pentouse, la lettre de Moreau et Lévin à la main. Son expression était sombre. « C'est une contestation sérieuse », dit Martin en retirant ses lunettes pour se frotter les yeux fatigués. « Ils insinuent que l'adoption ou la tutelle d'Antoine est frauduleuse. Si Évelyne réussit, cela pourrait ternir votre réputation et potentiellement priver Antoine de son héritage légitime. » Jacques frappa du poing sur la table. « C'est sans fondement. Nous avons des preuves ADN, pour l'amour de Dieu. Pourquoi Évelyne ferait-elle ça ?» Martin haussa les épaules. L'avidité, la vengeance, une loyauté mal placée. Difficile à dire, mais elle a ses propres ressources, et ce cabinet d'avocats n'est pas un poids-plume. Nous devons nous préparer à nous battre. Une bataille, c'est précisément ce que Jacques avait l'intention de livrer. Ses instincts paternels se sont réveillés en force. Antoine n'était pas seulement une question juridique. C'était son fils, un vrai garçon avec des espoirs et des rêves que Jacques protégerait à tout prix. Engagez une contre-poursuite si nécessaire, ordonna Jacques. Faites tout ce qu'il faut pour arrêter ça. Je ne laisserai pas Évelyne ou qui que ce soit d'autre menacer ma famille. Les nuages de la tempête s'étaient officiellement rassemblés. Pourtant, au milieu de la bataille juridique qui se préparait, Jacques ressentait une résolution féroce et inébranlable. Il protégerait Antoine de cette folie et mériterait enfin le droit de s'appeler son père. Dans les jours qui ont suivi l'embuscade juridique d'Éveline Perrin, Jacques Chevalier s'est retrouvé à avancer dans la vie avec un sentiment de vigilance accrue. Chaque coup à la porte, chaque appel téléphonique, chaque visage inconnu près de son immeuble lui semblait être une menace potentielle. Il avait bâti sa réputation sur un contrôle calme. Mais maintenant, ses fondations, émotionnelles et juridiques, étaient assiégées. Miranda a remarqué le changement presque immédiatement. Les pas autrefois délibérés de Jacques étaient devenus urgents. Son téléphone quittait rarement sa main. Il dormait à peine.
Au lieu de cela, il restait debout tard dans son bureau, se plongeant dans des mémoires juridiques et des documents judiciaires, les yeux rouges de fatigue. Elle le trouvait souvent en train de regarder la ville, un verre de whisky à la main, scrutant l'horizon comme si les réponses s'y cachaient dans ses lumières scintillantes. Un matin, alors qu'Antoine était à l'école, Miranda entra doucement dans le bureau et posa une tasse de café frais à côté de lui. « Vous allez vous épuiser si vous continuez à vous pousser comme ça, » dit-elle doucement. Jacques se frotta le front. « Je ne peux pas me permettre de ralentir. Si Evelyne gagne, ne serait-ce qu'en obtenant qu'un seul juge considère son cas comme crédible, Antoine pourrait tout perdre. Je pourrais le perdre. » Miranda s'assit en face de lui, serrant fermement ses mains. « Nous ne laisserons pas cela arriver. Mais Jacques, ce combat ne concerne pas seulement l'argent ou l'héritage. C'est une question d'amour, de prouver que ce que vous partagez avec Antoine est réel. » Jacques expira profondément. Il savait qu'elle avait raison. Pourtant, l'amour n'était pas toujours suffisant dans une salle d'audience. Il avait besoin de stratégie. Il avait besoin de faits, et surtout, il avait besoin d'alliés. C'est alors qu'il a appelé Martin Dubois, son avocat de longue date et ami de confiance. En quelques heures, Martin et une équipe d'associés travaillaient sans relâche pour monter un dossier en béton. Martin lui-même n'avait jamais vu Jacques aussi ébranlé, ce qui le rendait d'autant plus déterminé. « Evelyne a de la richesse, mais elle n'est pas invincible », l'assura Martin lors d'un déjeuner un après-midi. « Notre plus grand atout est la vérité. Nous devons juste la prouver, et nous aurons besoin de personnes prêtes à en témoigner. » Cela a ravivé la mémoire de Jacques. Il a pris le téléphone et a composé le numéro du docteur Robert Lefebvre, le généticien qui avait supervisé le test de paternité d'Antoine. « J'ai besoin que vous vous manifestiez, » a dit Jacques, publiquement. « Votre parole a du poids. » Evelyne essaie de tout discréditer, y compris la science. Le docteur Lefebvre n'a pas hésité. « Envoyez-moi la date et l'heure. Je serai là. » Puis une autre surprise est survenue. Ce soir-là, Clara, l'assistante de direction de longue date de Jacques, a appelé son bureau via l'interphone. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir, monsieur. » Il dit qu'il connaissait Madame Chevalier. Jacques, perplexe, a donné son feu vert. Quelques instants plus tard, un homme grand et nerveux, vêtu d'un trench-coat usé, est entré dans le bureau. Il avait des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. « Je m'appelle Samuel Marchand, » dit-il en tendant la main. « Je faisais du travail de sécurité privée pour Elisabeth. Elle m'a engagé une fois alors qu'elle recevait des menaces via la boîte de réception de la fondation. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois. » Jacques cligna des yeux. « Elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. » Samuel eut un sourire triste. Elle était discrète, farouchement protectrice. Elle ne voulait pas que ses problèmes deviennent les vôtres. Mais c'était une femme bien, monsieur Chevalier. Elle m'a aidé à traverser une période difficile de ma vie. A payé pour mon opération quand mon assurance a refusé. N'a jamais rien demandé en retour. Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. « Pourquoi êtes-vous ici maintenant ?» Samuel plongea la main dans son manteau et en sortit un dossier mani-usé. « Parce que je lui dois encore une fière chandelle et parce que je surveille d'Evelyne Perrin. Je n'aime pas ce que j'ai vu. » Il a étalé des photographies, des dossiers financiers et des courriels interceptés. Une photo montrait Evelyne parlant avec un homme connu pour être un usurier. Une autre était une image granuleuse d'elle entrant dans un casino près de la frontière belge à plusieurs reprises après la mort d'Elisabeth. Ces courriels, obtenus grâce à une enquête informatique légale mais discrète, laissaient entrevoir des dettes, des menaces et, plus accablant encore, un message à son avocat discutant de l'utilisation de l'enfant d'Elisabeth pour obtenir un paiement. Jacques s'adossa, stupéfait. Pourquoi ferait-elle ça? Elle et Elisabeth étaient amies. Elle l'était, interrompit Samuel. Mais les amitiés ne survivent pas toujours à la gravité de l'argent. Elisabeth était la star. Evelyne jouait les seconds rôles. Et quand Elisabeth est décédée, elle a probablement vu une opportunité. Martin, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. Ces preuves, cela change tout. Si nous pouvons démontrer les motifs financiers d'Evelyne et les lier à sa tentative de saper la paternité d'Antoine, le tribunal considérera son affaire comme une manigance. Samuel hocha la tête. Je témoignerai. Tout ce dont vous avez besoin. Je dois bien ça à Elisabeth. La gratitude envahit la poitrine de Jacques. Merci. Vraiment. Alors qu'il rassemblait les preuves, d'autres alliés ont commencé à émerger. Miranda, autrefois hésitante à s'impliquer trop dans les batailles juridiques, est devenue le soutien le plus fidèle de Jacques. Elle a donné un témoignage sous serment,
offert des références de moralité et aidé à préparer Antoine émotionnellement à ce que les semaines à venir pourraient réserver. Chez Chevalier Holdings, Jacques a fait un geste audacieux. Dans un courriel à l'échelle de l'entreprise, il a publiquement reconnu Antoine comme son fils. Il a présenté le message non seulement comme une révélation personnelle, mais aussi comme un rappel des valeurs de l'entreprise, l'honnêteté, le courage et la famille. Ce message a suscité des réactions mitigées. Certains ont applaudi Jacques pour sa transparence. D'autres ont chuchoté sur l'héritage et la succession. Un en particulier, Charles Varenne, un cadre supérieur aux ambitions de longue date, n'a pas tardé à exprimer ses inquiétudes. Cela pourrait déstabiliser la confiance des investisseurs, a déclaré Charles lors d'une réunion tendue du conseil d'administration. Nous avons toujours projeté la force, la certitude. Introduire soudainement un enfant dans la planification de la succession, cela complique les choses. Jacques le fusilla du regard. Ce qui complique les choses, c'est de prétendre que mon fils n'existe pas. Si vous pensez que j'ai bâti cette entreprise pour me cacher derrière des chiffres et des relations publiques, vous n'avez jamais compris ni l'entreprise ni moi. La salle est tombée dans le silence. Charles a marmonné quelque chose sur les plans de contingence, mais Jacques l'a ignoré. Il en avait assez de marcher sur des œufs autour de la vérité. À la maison, l'atmosphère a également changé. Antoine, sentant la tempête qui se préparait, a commencé à se replier sur lui-même. Moins de blagues, des conversations plus courtes. Un soir, Jacques le trouva recroquevillé sur le canapé, en train de regarder une vieille vidéo d'Élisabeth prononçant un discours lors d'un gala de charité. « Elle me manque », murmura Antoine. « Je n'ai même pas eu l'occasion de la connaître comme toi. » Jacques s'assit à côté de lui, attirant doucement le garçon dans ses bras. « Elle me manque aussi. Chaque jour. Mais elle est toujours avec nous, à travers les gens qu'elle a aidés, à travers cette maison, à travers toi. Tu es la meilleure partie d'elle, Antoine. » Antoine hocha la tête, retenant ses larmes. Le lendemain, Jacques, Miranda et Martin ont soumis un dossier final de preuve au tribunal. Des témoignages sous serment, des dossiers financiers, des documents de naissance, le journal intime et les conclusions de la surveillance du détective Marchand. À l'approche de l'audience préliminaire, Jacques savait que l'issue était encore incertaine. Mais pour la première fois depuis la contestation d'Evelyne, il ressentit une lueur d'espoir. Non seulement à cause du dossier qu'il avait constitué, mais aussi à cause des personnes qui se tenaient à ses côtés. Élisabeth avait autrefois été le centre d'un monde plein de compassion. En son absence, ce cercle de bonté n'avait pas disparu. Il s'était seulement élargi, et maintenant il était prêt à protéger la vérité. Le jour de l'audience préliminaire s'est levé sous un ciel menaçant, des nuages sombres s'accumulant au-dessus de l'horizon parisien comme un présage. La pluie frappait régulièrement les vitres de la voiture alors que Jacques Chevalier était assis à l'arrière de son SUV noir, regardant le palais de justice se rapprocher à chaque pâté de maison. Sa mâchoire était serrée, ses yeux d'acier pleins de résolution. Il ne s'agissait pas seulement d'un testament ou d'un héritage. Il s'agissait de la vérité. Il s'agissait de défendre l'honneur de sa défunte épouse, et plus que tout, de protéger le garçon qui était devenu le battement de cœur de son monde brisé. À l'intérieur du palais de justice, l'air était chargé d'anticipation. Des journalistes murmuraient, des rivaux sociaux et corporatifs remplissaient la galerie, attendant de voir si le scandale entourant le millionnaire allait exploser en quelque chose d'encore plus juteux. Jacques est entré avec son conseiller juridique, Martin Dubois, marchant juste devant Miranda et Antoine. Le garçon serrait fermement sa main, les yeux écarquillés d'inquiétude en balayant les visages inconnus. La table adverse était occupée par Evelyne Perrin et sa puissante équipe juridique. Evelyne avait l'air royal dans un tailleur bleu marine et un chapeau à large bord qui jetait une ombre sur son visage durci. Elle évitait le regard de Jacques, mais son langage corporel était vif. Chaque centimètre d'elle était prêt pour le combat. La femme qui avait l'autrefois pleuré aux funérailles d'Élisabeth était maintenant prête à démanteler l'héritage même que sa meilleure amie était morte en protégeant. La juge Hélène Martinez est entrée dans la salle d'audience, et la salle s'est immédiatement tue. Avec des cheveux striés d'argent et une réputation d'équité, elle a scruté la chambre comme un faucon avant de parler. Nous sommes ici pour examiner la requête déposée par mademoiselle Evelyne Perrin, contestant la paternité d'Antoine Caldwell-Chevalier et son éligibilité à être nommé héritier de la succession de monsieur Jacques Chevalier. La parole a d'abord été donnée à l'avocat d'Evelyne. Un homme grand et élégant nommé Grégoire Chaus s'est levé, son ton aussi froid que les piliers de marbre qui bordaient la salle d'audience. Votre honneur, cette affaire ne porte pas sur le sentiment. Elle porte sur la vérité, la clarté et la protection des actifs contre l'exploitation opportuniste. Notre cliente, mademoiselle Perrin, présente des preuves qui remettent en question la légitimité de la revendication de monsieur Chevalier. L'apparition soudaine de cet enfant après le décès tragique de madame Chevalier,
qui plus est, soulève un doute raisonnable. Il n'y a aucune mention directe de l'enfant dans aucun des documents successoraux de Madame Chevalier, ni dans aucune correspondance connue jusqu'à récemment produite par la défense. Nous pensons que cet enfant, Antoine, n'est pas biologiquement lié à Monsieur Chevalier et est en fait un orphelin que Madame Chevalier a pris sous sa garde pendant une période de déclin mental et physique. Un léger souffle parcourut la galerie. Les mains de Jacques se crispèrent en poing sous la table. Shaw continua. De plus, nous remettons en question les motivations de Madame Dubois, qui sert maintenant de tutrice aux garçons, et si toute cette situation n'est pas utilisée comme levier pour accéder à la succession substantielle de Monsieur Chevalier. Lorsque Shaw s'est assis, Jacques lui a lancé un regard qui aurait pu briser du verre. Martin Dubois s'est levé à son tour. Il a ajusté ses revers avant de s'adresser à la cour. Votre honneur, soyons clairs. Il s'agit d'une campagne de diffamation déguisée en jargon juridique. Nous avons non seulement des preuves ADN certifiées prouvant que Monsieur Chevalier est le père biologique d'Antoine, mais nous avons aussi le témoignage sous serment de professionnels de la santé, une trace écrite détaillée de la grossesse d'Elisabeth Chevalier, et plus important encore, les entrées du journal d'une femme mourante qui souhaitait protéger son enfant et son mari d'une douleur insupportable. Il a fait un geste vers le greffier, qui a transmis le rapport ADN à la juge. Le docteur Robert Lefebvre, ami de longue date de Jacques et généticien respecté, avait fourni une vérification d'expert. Nous appelons également le détective Samuel Marchand à la barre. Samuel, vêtu simplement d'une veste beige et d'un pantalon, s'est approché avec une autorité calme. Une fois assermenté, il a témoigné de son travail passé avec Elisabeth Chevalier, comment elle l'avait engagé pour enquêter sur des lettres de menaces qu'elle avait reçues dans le cadre de son travail caritatif. Et quelle est la pertinence de cela dans l'affaire actuelle, monsieur Marchand ? A demandé la juge. Samuel n'a pas bronché. Au cours de mon enquête, j'ai examiné le cercle proche d'amis d'Elisabeth, y compris mademoiselle Evelyne Perrin. À l'époque, je n'ai trouvé aucune préoccupation immédiate. Mais après sa mort, j'ai reçu un tuyau anonyme suggérant qu'Evelyne avait des dettes de jeu considérables auprès de plusieurs parties douteuses. Il a sorti un dossier de sa sacoche et l'a remis au greffier. À l'intérieur se trouvaient des photos, des registres de dettes et des transcriptions des communications d'Evelyne avec un prêteur sur gage clandestin. Des exclamations retentirent à nouveau. Elle est profondément endettée et a tout à gagner financièrement si Antoine est disqualifié en tant qu'héritier, a conclu Samuel. Je crois que cette affaire concerne moins le respect des souhaits d'Elisabeth que la sécurisation de l'accès à la fortune des chevaliers. Evelyne s'est levée d'un bond, furieuse. C'est un mensonge. J'aimais Elisabeth. Elle était ma sœur dans tout sauf le sang. La juge Martinez a frappé de son marteau. Asseyez-vous, mademoiselle Perrin. Vous aurez l'occasion de répondre par l'intermédiaire de votre conseil. Le moment le plus puissant de la journée est venu lorsque Martin a présenté le journal intime relié en cuir d'Elisabeth comme pièce à conviction D. La juge a commencé à lire des extraits choisis, à voix haute dans une salle d'audience silencieuse. La voix d'Elisabeth, autrefois perdue dans le temps, remplissait maintenant l'espace à travers l'encre sur le papier. Jacques n'en a aucune idée. J'ai peur. Mais je veux que cet enfant vive. J'ai peur que si je le lui dis, il devra choisir entre moi et le bébé. Je ne peux pas lui faire ça. Je l'aime trop. Antoine bouge tellement maintenant. Il est fort, tout comme son père. Des larmes ont coulé sur les joues de Jacques alors qu'il regardait droit devant lui, immobile. Après une longue pause, la juge a posé le journal. Ce journal, ainsi que les preuves médicales et génétiques, confirment au-delà de tout doute raisonnable qu'Elisabeth Chevalier a porté cet enfant, Antoine Caldwell Chevalier, et que M. Jacques Chevalier est son père biologique. La voix d'Elisabeth, autrefois réduite au silence par la peur et la maladie, avait maintenant parlé plus fort que n'importe quel mensonge. Et à travers cette vérité, Jacques et Antoine s'étaient enfin trouvés. Dans les semaines qui ont suivi la décision du tribunal, la vie de Jacques et Antoine s'est installée dans quelque chose qui ressemblait à la normalité, bien qu'une nouvelle sorte de normalité qui incluait des dîners père-fils, des entraînements de football et des histoires avant de dormir. Jacques a officiellement mis à jour son testament, nommant Antoine comme son héritier légal, mais en veillant également à ce qu'un fonds en fiducie soit créé pour refléter l'esprit philanthropique d'Elisabeth. Chevalier Holdings a également connu un changement. Charles Varenne, châtié par le spectacle public, a modéré ses ambitions et est resté à sa place. Pendant ce temps, Jacques a commencé à préparer une jeune cadre prometteuse nommée Ava Deschamps pour occuper des postes de direction. Stratège brillante avec un don pour l'impact social, Ava partageait la vision de Jacques de fusionner la rentabilité avec le bien-être communautaire. Sa présence a revitalisé la culture de l'entreprise, rappelant à tous que Chevalier Holdings ne consistait pas seulement à amasser des richesses, mais aussi à élever les gens, la valeur qu'Elisabeth avait inculquée. Antoine s'est épanoui dans sa nouvelle école.
Bien que méfiant de l'attention soudaine, il était le fils du milliardaire. Pour certains camarades de classe, il s'est fait de vrais amis. Jacques a assisté au premier récital scolaire d'Antoine, capturant chaque instant sur son téléphone, les larmes menaçant de couler à la prise de conscience du nombre de jalons de ce type qu'il avait manqué. Mais il y aurait d'autres récitals, d'autres projets scolaires, d'autres aventures père-fils à venir. Par un après-midi d'automne frais, Jacques a emmené Antoine visiter à nouveau la tombe d'Élisabeth. Miranda les a rejoints, tenant des fleurs fraîches. Cette fois, l'atmosphère n'était pas enveloppée de secrets ou de chagrin. Il se tenait là en tant que sa famille, honorant la mémoire d'Élisabeth, partageant des histoires sur sa gentillesse et sa détermination féroce. Une douce brise bruissait à travers les arbres du cimetière. Et dans ce bruissement, Jacques a imaginé entendre la voix d'Élisabeth offrir sa bénédiction. « Nous lui devons tant », dit doucement Jacques, posant une main sur l'épaule d'Antoine. « Tout cela, nos vies ensemble. La chance d'être une famille. » Antoine hocha la tête, les yeux brillants. « J'aimerais qu'elle soit encore là. » La voix de Miranda était douce. Elle l'est, d'une certaine manière. À travers vous deux, et à travers tout le bien qu'elle a fait, qui continue. Jacques sourit à cette pensée. La fondation d'Élisabeth a prospéré sous la direction conjointe de Miranda et d'Ava, s'associant avec Chevalier Holdings pour des initiatives philanthropiques qui ont touché toute la ville. En mémoire d'Élisabeth Caldwell-Chevalier, des bourses d'études ont été accordées à des étudiants méritants, des programmes de santé ont été élargis et des centres communautaires ont vu le jour dans des quartiers défavorisés. Plus tard, en quittant le cimetière et en marchant vers la voiture qui attendait, Jacques a ressenti un profond sentiment de paix s'installer en lui. Les secrets et les trahisons avaient été mis en lumière, mais ils avaient aussi ouvert la voie à la vérité et à l'amour. Le millionnaire, qui croyait autrefois contrôler chaque aspect de sa vie soigneusement organisée, avait découvert quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle affaire commerciale. Le lien indestructible entre un père et un fils. Il jeta un coup d'œil à Antoine, qui lui offrit un sourire timide. Oui, Élisabeth était partie encore, mais son esprit vivait dans les yeux vifs d'Antoine et dans la compassion que Jacques portait maintenant dans son cœur. C'était, à tous égards, un nouveau départ. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel, fait de secrets cachés, de liens familiaux inattendus et du pouvoir durable de l'amour d'une mère. De l'ascension fulgurante de Jacques à l'acceptation chaleureuse d'Antoine, nous avons vu comment la vie peut changer en un instant et pourtant apporter les dons les plus précieux. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à l'importance de l'honnêteté, de la compassion et des secondes chances, nous vous invitons à soutenir notre chaîne. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour rester à l'écoute d'autres récits poignants qui nous rappellent notre humanité commune. Votre engagement nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui touchent l'âme et célèbrent l'esprit indomptable que nous portons tous en nous. Ensemble, continuons à explorer le pouvoir de l'amour, la résilience du cœur humain et l'espoir qui émergent même dans nos heures les plus sombres. Merci, et à bientôt pour notre prochaine histoire.